Salut tout le monde, c'est Feno et bienvenue dans ce guide complet sur les bases du speedrun de Resident Evil 5. Cette vidéo englobe les catégories New Game et New Game Plus, toutes les difficultés, le mode solo et le mode coop. Vous trouverez ici tous les grands principes et les quelques petits détails à connaître pour optimiser vos runs. Let's go! Commençons par parler des FPS. Les FPS affectent légèrement la vitesse et la hitbox de votre personnage. Vous pouvez les régler sur 30, 60 ou variable pour qu'ils atteignent 120 au maximum. À 30 FPS, vous vous déplacez un peu plus lentement qu'à 60 et 120. À 120 FPS, vous pouvez passer les cinématiques un peu plus rapidement, mais cet avantage ne présente que peu d'intérêt puisque les runs de RE5 sont timés avec un LRT, où sont déjà exclus les temps de chargement et une grande majorité des cinématiques. En ce qui concerne votre hitbox, à 30 FPS, elle est plus petite et permissive, ce qui vous permet, comme ici dans le chapitre 3.1, de pouvoir abuser de cette propriété pour gagner du temps. A l'inverse, à 120 FPS, votre hitbox devient plus large, ce qui peut parfois vous donner l'illusion de vous bloquer sur des murs invisibles. Le meilleur compromis selon moi reste de run à 60 FPS, avec la possibilité de passer en 30 pour profiter par moment d'une hitbox plus généreuse. Si sur clavier il est possible de configurer ces touches, sur manette, le jeu nous offre la possibilité de choisir entre 4 types de contrôles. Les types A et C reprennent les anciens contrôles de Resident Evil 4. Avec notamment la visée sur la gâchette de droite et le tir sur le bouton carré, ces deux types ne sont plus très populaires. Les types B et D offrent une jouabilité plus moderne, avec la visée sur la gâchette de gauche et le tir sur la gâchette de droite. Les types C et D permettent de se déplacer latéralement, très utile pour esquiver des ennemis ou des projectiles. Et les types A et B permettent de modifier l'angle de la caméra, ce qui s'avère assez efficace pour regarder autour de soi et pour changer de direction rapidement en visant vers la direction de la caméra. De cette manière, en étant équipé d'une grenade qui rend ce mouvement plus rapide, il est possible de se retourner un peu plus vite qu'un quick turn. Autre moyen de changer de direction rapidement, vous pouvez vous servir de la position de votre coéquipier en le localisant et en le visant. Ces deux techniques sont assez efficaces, mais les commandes pour recharger étant la visée et le bouton de course, attention de ne pas appuyer simultanément sur les deux boutons avec une arme non rechargée. Vous risquez de la recharger manuellement et ainsi être immobilisé et vulnérable plusieurs secondes. Le choix des contrôles se fait surtout selon vos préférences. Il n'y a pas de réel avantage à en privilégier un plutôt qu'un autre. Il existe quelques différences à jouer clavier-souris ou à la manette. Avec le clavier, vous avez des raccourcis avec vos touches 1 à 9 pour accéder aux 9 objets de votre inventaire. À la manette, vous n'en avez que 4, accessibles avec les 4 flèches directionnelles. Les viseurs sont différents et ont chacun leurs avantages et inconvénients. Le viseur de la manette peut paraître plus précis et plus confortable à utiliser. Le balancement de l'arme est aussi un peu moins prononcé. Avec le viseur en croix de la souris, vous visez un peu plus haut, même si ce n'est pas franchement utile. Et à la différence de la manette, vous conservez ce viseur en croix quand vous utilisez une grenade, ce qui peut s'avérer utile dans certaines situations. Évidemment, si la sensibilité avec la souris est infinie, avec la manette, elle rend bien hommage au contrôle tank traditionnel des Resident Evil. Tournez les vannes et les manivelles les plus rapides au clavier, seulement si vous spammez assez vite et sans erreur A puis D. Dans ce cas, la manette est légèrement plus lente, mais faire simplement tourner le joystick est plus fiable. En solo, Sheva tourne les vannes et les manivelles indécemment plus vite si vous êtes sur clavier plutôt que sur manette, d'environ 30%. Si vous êtes un joueur manette, il est indispensable de passer sur clavier le temps que Sheva termine son action, notamment dans le tunnel du chapitre 2.2 et sur le radeau du chapitre 3.2 où le gain de temps est colossal. À la manette, il existe une technique avec les snipers semi-automatiques pour recharger tout en continuant de tirer. Globalement, dans le jeu, la manière de recharger la plus optimale est d'ouvrir son inventaire et de faire glisser les munitions sur son arme. Pour réaliser cette technique, vos munitions doivent obligatoirement être au centre de votre inventaire et votre sniper sur un des 4 raccourcis de la manette. Pendant que vous tirez, et entre 2 tirs de sniper, ouvrez l'inventaire, sélectionnez les munitions, glissez-les sur votre sniper, validez, fermez l'inventaire. Il faut absolument faire cette manipulation entre 2 tirs de sniper pour que le jeu n'ait pas le temps d'afficher l'inventaire. Avec le Dragunov, vous avez donc une fenêtre de 0,67 secondes pour réaliser ces 5 inputs et pouvoir tirer sans interruption.
Autre différence, la façon dont est conçu le menu du marchand est plus simple et rapide à utiliser à la manette plutôt qu'au clavier souris. Une dernière chose, en solo et depuis la version 1.2.0, si vous jouez au clavier, attention de ne pas appuyer sur le bouton pause de votre manette sous peine de déclencher l'écran partagé du jeu. Idem avec la manette si vous appuyez sur la touche échappe. Encore une fois, le choix de votre périphérique dépend surtout de vos préférences, mais un mix entre clavier et manette reste à mon sens le plus optimal en speedrun. Il est possible d'éviter la longue animation de la visée à l'épaule du lance-roquette avec un Quick Rocket Swap. Il suffit de viser avec n'importe quelle autre arme ou grenade, passer sur votre lance-roquette avec votre raccourci et tirer. Certaines animations dans le jeu vous donnent droit à des frames d'invulnérabilité. Vous devenez donc insensible aux dégâts quand vous réalisez des actions comme des attaques de mêlée, monter les échelles, ouvrir les portes, escalader, franchir des obstacles, se dégager d'un grab, sauter, ramasser un objet, ouvrir un coffre, un casier ou un tiroir, se faire stun par des explosifs ou des flashs, se baisser ou esquiver, actionner un levier, utiliser les tyroliennes et quelques autres animations propres à certains passages. Prendre des dégâts vous immunise également pendant quelques temps. A noter que ça ne fonctionne pas avec des animations comme se soigner, recharger manuellement, pousser des objets, tourner les lasers, renverser les bonbonnes de gaz, faire ramasser un objet à Sheva et poser une mine, bien que ça marche en la ramassant. En plus de pouvoir utiliser cette invulnérabilité pour éviter des dégâts, profitez-en pour recharger vos armes, combiner des herbes ou ranger votre inventaire. Vu que vous perdez le contrôle de votre personnage pendant ces animations, interagir avec l'inventaire à ce moment-là ne fait pas perdre de temps. En coop et en online seulement, vous pouvez vous déplacer plus rapidement en boostant. Cette technique est indispensable en coop et fait gagner un temps colossal sur toute la durée de votre run. Le gain de vitesse est d'environ 7%. Le boost consiste à se placer juste devant votre partenaire pendant que vous courez, de sorte à ce que vous voyez chacun votre personnage courir à l'avant du duo sur votre écran. Je vous conseille de croiser vos courses pour le mettre en place plus facilement. Le boost fonctionne en profitant de la légère désynchronisation des deux joueurs due au netcode du jeu. En vous imbriquant l'un dans l'autre, le jeu ne va pas exactement savoir où vous placer, et les collisions que cela va générer vont chacune légèrement vous pousser vers l'avant. Il existe quelques minces différences entre Chris et Sheva. Sheva a une hitbox légèrement plus petite, lui permettant notamment de passer à travers certaines ouvertures de portes, chose essentielle en coop. A l'inverse de Chris, Sheva est gauchère, ce qui a quelques incidences sur le gameplay. Par exemple, le skip du cadenas dans le chapitre 2.1 est infaisable avec elle à cause de l'angle du lancer de la grenade. Chris est plus rapide à pousser la benne du 5-3 que Sheva. Elle met environ 35 secondes alors que Chris en met 28. Concernant le New Game Plus, les deux personnages ont chacun leur propre arme spéciale. Si l'arc de Sheva ne présente aucune utilité en speedrun, Chris peut jouer à la Gatling, principalement utilisée pour briser les cadenas à travers les portes. Elle peut aussi bloquer certains projectiles. Dernière chose à savoir en New Game Plus, vous avez la possibilité de choisir vos costumes. Jouer des costumes avec des lunettes de soleil, comme Chris Safari ou Chris Apocalypse, vous rend insensible à l'effet des grenades flash. Un des mécanismes majeurs à prendre en compte dans RE5 est la Difficulty Adjustment. Instaurée depuis RE4, la DA est conçue pour adapter en temps réel le niveau de difficulté du jeu aux performances du joueur. Au mieux vous jouez, plus le jeu devient difficile, et inversement, si vous jouez moins bien, il devient plus simple. Le gameplay influe donc directement sur la DA. Faire des dégâts, tuer des ennemis, ou quand ils se tuent eux-mêmes, progresser dans les chapitres, esquiver des attaques, et certains spawns de boss la feront monter. A l'inverse, prendre des dégâts la fera baisser. Être mourant, ou mourir encore plus. Voici comment se quantifie la DA dans RE5. Elle varie de 0 à 10 999,
et il y a un seuil minimum pour chaque difficulté. En pro, la DA est toujours au maximum. À chaque palier de DA franchi, le comportement du jeu change. Les ennemis deviennent plus agressifs, ils vous font plus de dégâts, et vos armes en font moins. Pour mieux comprendre les effets de la DA sur le jeu, voici par exemple les dégâts que fait le pistolet de base sur le torse des ennemis selon les paliers. Plus concrètement, ici en amateur, ma DA passe le palier des 8250 pendant mes tirs, modifiant directement mes dégâts sur le boss. Pour la difficulté amateur et normale, la DA remonte systématiquement à 6000 à chaque fin de chapitre ou chaque zone de chargement, si vous étiez en dessous de cette valeur avant. C'est pourquoi en speedrun on peut ignorer tous les paliers en dessous de 6000 dans ces deux difficultés. Dans le but de rendre les ennemis et certains boss moins résistants, on manipule la DA principalement dans les nombreuses zones type autoscroller du jeu, où l'on peut faire baisser sa valeur sans pour autant perdre de temps. La DA est une valeur invisible dans le jeu. Elle n'est observable qu'avec un SRT, un outil qui peut entre autres afficher votre argent, vos points de vie et ceux des ennemis. Je vous mets le lien en description pour pouvoir le télécharger. A savoir que sur votre SRT, le P1 concerne toujours Chris et le P2 toujours Sheva. Même si vous jouez Sheva en solo, vous serez le P2. En solo, Sheva a également sa DA, mais son influence est totalement négligeable, vous pouvez l'ignorer. En coop, vous avez chacun votre propre DA. Il est préférable que chacun utilise son propre SRT. Les infos concernant votre partenaire ne sont pas toujours précises. Autre chose, dans le chapitre 2-3, la DA ne varie jamais quoi qu'il s'y passe. Elle se cale sur la valeur que vous avez atteint à la fin du chapitre 2-2. Évidemment, je ne vais pas parler du mode pro, puisque la DA ne varie jamais et ne mérite donc aucune manipulation. Idem pour le New Game Plus, où le fait que tout se one-shot au lance-roquettes, la DA est insignifiante. De la même manière que la DA, plus vous montez en difficulté, plus les ennemis sont agressifs, plus ils vous font de dégâts et moins vous leur en faites, même si leurs HP restent toujours les mêmes, qu'importe la difficulté. Quand vous prenez des dégâts, les ennemis ont un petit délai avant de vous attaquer à nouveau. Si en pro vous êtes constamment agressé, dans les autres difficultés, vous avez plus de temps pour réagir. Et ce délai s'allonge encore un peu plus avec une DA d'un palier plus faible. Quand vous passez en état mourant, vous pouvez encore tanker une quantité limitée de dégâts, ce qui va réduire le temps disponible pour vous réanimer. Ce temps de réanimation n'est pas toujours le même. S'il est acceptable dans les autres difficultés, en pro, vous n'avez que 3 secondes pour le faire. En solo, Sheva stoppe ce timer dès qu'elle commence son animation de soins, mais ce n'est pas le cas en coop. Je vous conseille fortement de ne pas vous éloigner l'un de l'autre en difficulté pro. Si vous n'avez pas d'objet de soin dans votre inventaire, la réanimation est instantanée, mais ne reset pas le timer à sa durée initiale. A savoir que soigner votre allié sans passer par votre inventaire prendra automatiquement et en priorité votre objet de soin le plus puissant. Autre différence mineure cette fois, la QTE du chapitre 6.2 ne fonctionne pas de la même façon en amateur où il suffit d'appuyer simplement une fois, quand dans les autres difficultés il faut bourrer sa touche. En pro et vétéran, les tronçonneuses ne meurent pas directement. Elles reviennent à la vie et deviennent incontrôlables en infligeant des dégâts mortels à toutes les frames. Le bourreau, lui, se déplace plus rapidement selon la difficulté. Concernant le pro, seuls les objets de soins restent disponibles aux mêmes endroits. Vous ne trouverez plus de grenades dans les emplacements habituels, leurs apparitions sont aléatoires, dans les caisses ou sur les cadavres des ennemis. Allez, c'est le run. Allez, on a tout. Même le coffre des grenades flash est vide. En contrepartie, vous récupérez plus de munitions, et l'argent ramassé est doublé. Cela inclut également l'argent des lingots dans les coffres. Absolument toutes les sources de dégâts vous one-shot, à quelques exceptions près, comme par exemple le feu, les morsures de chien, les araignées, les coups de langue des liqueurs, et les espèces de monstres spaghettis. Le gilet pare-balles réduit de moitié les dégâts des flèches, et permet de tanker quelques balles supplémentaires. Le gilet de combat, lui, réduit de moitié les dégâts du dash des chiens. Les grenades électriques, flash et acide vous tuent. Les incendiaires étant des dégâts de feu vous laissent à 2 HP. Les azotes ne vous font pas de dégâts.
A savoir que les grenades incendiaires et électriques ne sont pas disponibles en New Game Pro, même chez le marchand. En solo, dans certaines zones les ennemis ignorent totalement Sheva, notamment dans le tunnel du 2-2, la zone de fin de chapitre du 3-1, pendant la raffinerie du 3-2, et avec les liqueurs du 5-3 si Sheva reste en bas. Exception faite pour les ennemis transformés qui peuvent l'attaquer vu que leur attaque est aléatoire autour d'eux et n'a pas de focus particulier. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire traverser l'autoroute à un enfant sans lui tenir la main? De par son intelligence artificielle parfois agaçante, la gestion de Sheva en solo est la chose la plus importante mais aussi la plus complexe à maîtriser. Elle me l'a fait! Elle me l'a fait! C'est pourquoi il est indispensable d'avoir la carte ouverte en permanence pour garder un œil sur sa position. Vous pouvez modifier le comportement de Sheva en lui faisant adopter deux attitudes différentes. Premièrement, le mode soutien, où Sheva est plus amené à vous suivre et à vous protéger. Dans ce mode-là, et pour rendre ses trajectoires moins hasardeuses, faites en sorte que Sheva court proche de vous. L'idéal est qu'elle apparaisse sur la droite de votre écran et légèrement en retrait. Cette façon de littéralement remorquer votre partenaire fait économiser un temps considérable. Lui couper la route, la semer ou se faire dépasser va très souvent rompre ce remorquage. Il faut garder au mieux cette position, y compris dans les virages. Le seul fait de courir en conservant la bonne distance avec Sheva peut s'avérer suffisant. Vient ensuite le mode attaque, où Sheva se dirige globalement dans la direction que vous lui avez donnée, a tendance à être plus agressive et à plus aller collecter des objets. Ce mode-là est plus situationnel en run, utile pour manipuler sa position, la laisser farmer ou pour qu'elle vous aide à faire des dégâts. Pour chacun de ces ordres que vous lui donnez, vous avez une petite animation qui vous immobilise. Pour gagner un peu de temps, il est assez utile de la cancel avec une autre animation, comme ouvrir une porte ou franchir un obstacle par exemple. Quelques autres astuces pour optimiser les déplacements de Sheva. Pensez à lui tenir les portes pour ne pas qu'elle doive les ouvrir également. Rester dans le rayon d'ouverture de la porte empêche qu'elle se referme. Sur les portes ou plateformes qui donnent lieu à des zones de chargement, Sheva n'a pas besoin de les atteindre pour les déclencher. Entrer en collision avec Chris suffit. C'est pourquoi quand c'est possible, on se positionne au plus proche entre cette zone et Sheva pour réduire la distance qu'elle a à parcourir. Si vous lui demandez un objet, elle se dirigera vers vous pour vous le donner, utile pour l'inciter à vous suivre dans certaines situations. Si vous tombez trop bas en point de vie, Sheva va vouloir vous rejoindre pour vous soigner si elle possède un objet de soin. Attention à ce que ça n'arrive pas dans les passages où vous devez être séparés pour avancer. Demander à Sheva d'actionner un levier, puis instantanément le faire soi-même, va la forcer à attendre pour l'actionner à nouveau. Très utile notamment à l'ascenseur du 5-3 et à l'incinérateur pour tuer le boss en 2 phases à partir de la difficulté vétéran. D'autres infos assez utiles à savoir concernant Sheva en solo, elle ne peut pas last hit les boss et mini-boss, elle les laisse toujours à 1 HP, même si elle continue à tirer. Les crocos du 3-1 ne la focus pas, elle ne peut pas mourir. Sheva a impérativement besoin d'une arme au chapitre 3.1 et 6.1. En dehors de ces moments-là, libre à vous de lui en équiper ou non. Sans arme, elle ne fera pas perdre de temps à recharger dans des moments parfois pénibles. Mais en contrepartie, elle n'apportera aucun DPS quand il serait parfois bienvenu. Lui donner ou lui retirer son arme en game se fait obligatoirement par le menu, synonyme de perte de temps. À vous de jauger votre préférence sur ce point. Faire un common encourage Sheva à recharger. En pointant votre arme sur elle, vous la forcez à se déplacer pour ne pas vous gêner. Utiliser cette technique pour qu'elle économise ses munitions est efficace. La spammer de common est une autre solution. Sheva est souvent utilisée pour transporter tous les soins et autres grenades pour libérer de la place dans votre inventaire. Il est important de savoir qu'elle peut se soigner seule dans son coin si elle tombe trop bas en point de vie, et qu'il existe un risque qu'elle utilise vos grenades en mode attaque. Les dégâts sur les ennemis classiques sont localisés en 3 zones. Un tir dans la tête fait plus de dégâts et peut infliger un coup critique. Les dégâts dans le torse et les bras en font moins, et dans les jambes encore moins. Certains ennemis sont prédestinés à se transformer si vous leur tirez dans la tête, d'autres se transforment tout le temps. Dans le cas des céphalos, ils attaquent en permanence autour d'eux et deviennent très résistants. Une grenade flash suffit pour les abattre, ils sont également assez vulnérables aux grenades électriques. Pour éviter les transformations, une attaque de mêlée par derrière est imparable.
Quelques ennemis ont des attaques qui vous tuent instantanément. Les tronçonneuses vous coupent la tête si vous êtes trop proche de leur attaque. Les crocodiles vous mangent, mais les éviter n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Une simple esquive devant leur gueule suffit. Les liqueurs ont une attaque de mêlée qui peut vous éventrer si votre allié ne vient pas vous aider. Les Reapers vous assassinent si vous leur faites face. Pour éviter la mort, tournez-leur le dos. Les attaques de dos ne sont pas mortelles. Pour éviter de prendre des dégâts, vous pouvez également tourner le dos au Magini classique. De cette façon, il vous attrape sans vous blesser. Cette technique est essentielle en pro dans le premier chapitre, pour pouvoir survivre et farmer sans prendre de trop gros risques. Les Magini armés de bâtons, eux, vous frappent même de dos. Quand un ennemi est proche d'un rebord, lui infliger des dégâts le fera tomber, et il subira en plus des dégâts de chute. Il y a deux raisons pour lesquelles les runners rechargent les checkpoints. Soit pour faire despawn tous les ennemis de la zone, soit pour téléporter l'un des deux personnages vers l'autre. Attention, vous ne pouvez pas faire pause pendant que le texte du point de contrôle de la sauvegarde est à l'écran. En solo, il n'y a rien à faire contre ça. Mais en coop, faites en sorte que l'hôte de la partie anticipe les pauses avant la prise du checkpoint. Allez, pour finir, quelques dernières petites astuces en vrac. Sur votre minimap, vous avez un marqueur d'objectif jaune qui change de position quand vous avez accompli cet objectif. Cette astuce est utile pour savoir si le cadenas du 2-1 est brisé, ou pour savoir si l'ennemi qui tient la grue du 6-1 est mort. Les munitions des armes ne commencent à apparaître que dans les zones où se trouve la première arme compatible. Par exemple, les premières munitions de sniper sont disponibles dans la même zone où se trouve le S75. Idem pour les munitions de Magnum et etc. Chez le marchand, améliorer la capacité de munitions de votre arme la recharge automatiquement. Le ramassage des ressources est priorisé entre autres au franchissement d'obstacles et au saut. Il vaut mieux éviter de tuer les ennemis à ces endroits-là. Ramasser une arme ou une grenade va automatiquement la ranger sur les emplacements haut, gauche, bas ou droite de votre inventaire s'ils sont libres. Ils correspondent aux 4 raccourcis de la manette, et ce même si vous jouez clavier-souris. Les 5 types de grenades disponibles pour le lance-grenade, ainsi que les mines et les sprays, n'apparaissent pas aléatoirement. Ils ne se trouvent que dans des emplacements spécifiques ou chez le marchand. Il faut cependant ramasser les grenades incendiaires et les grenades électriques pour qu'elles soient disponibles à l'achat. Le gilet pare-balles et le gilet de combat sont les seuls objets qui ne peuvent pas être jetés en game. Certaines cutscenes ne sont pas comptabilisées dans le LRT alors que le temps in-game continue de défiler. Il est important de ne pas les passer. Dans votre inventaire, si vous pressez votre touche ou bouton pour viser sur un objet, vous l'équipez instantanément. Voilà qui conclut, je pense, l'essentiel des grands principes du speedrun de RE5. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch pour plus de speedrun du jeu, en espérant que cette vidéo vous soit utile. Merci de l'avoir regardé et bonne chance dans vos runs.